Bonjour, Jean-Baptiste Perron, je suis responsable des soirées CDE Interréseau. Ce soir, nous recevons pour la 18e édition le pôle de compétitivité Pégase. Cette 18e soirée est le rendez-vous vers un pôle de compétitivité qu'on va découvrir grâce aux interventions d'Emmanuel Tal-Negro, qui est responsable de la relation entreprise pour le pôle Pégase, et Marc de la société VSM, qui est un témoin qui va nous expliquer comment, grâce au pôle Pégase, il oriente et développe son entreprise. Ce cycle de tribunes et de soirées a vocation de permettre au plus grand nombre de découvrir les réseaux économiques du territoire. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 250. On a souhaité depuis maintenant 2 ans donner la possibilité au plus grand nombre de les découvrir. 18e soirée. Toutes les autres sont possibles de retrouver les liens sur le site de l'Avarap, puisque c'est l'Avarap 13, association d'accompagnement à la mutation des cadres, et Réseau Cadre, puisque c'est l'association pour la valorisation des relations avec les professionnels, a vocation à créer du lien sur un territoire économique pour découvrir tout ça. Ce soir, le pôle Pégase. Tout notre programme pour les autres soirées à venir, bien sûr, peut se retrouver sur le site ou en s'inscrivant à la mailing list permanente. Vous n'aurez pas de souci à trouver sur la CDE Interréseau. Bonne soirée. Alors, avec l'Avarap, depuis maintenant bien longtemps, on a une commission qui permet à nos adhérents de découvrir les réseaux économiques du territoire, de s'initier à la démarche de réseau. Mais on a souhaité, il y a 2 ans, ouvrir cette démarche plus large et à tout public. Et donc, dans la salle, il y a effectivement un certain nombre d'avarapiens, comme on les appelle, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont extérieures, qui ont entendu parler de nos soirées, qui s'intéresse aussi à cette logique de réseau. Ce soir, nous recevons le pôle Pégase. Comme je disais, ce soir, c'est la 18e soirée. Quand vous recevez une invitation, on fait un mémo, en quelque sorte, de tous les réseaux qu'on a invités. Ils sont systématiquement dotés d'un lien hypertexte qui vous permet, quand vous n'avez pas pu assister à la présentation, au moins d'aller sur leur site internet et découvrir qui ils sont. Au fur et à mesure que nous ferons nos soirées, vous aurez les icônes qui vont s'enrichir, en quelque sorte. Mais toujours la possibilité de dire « je n'y étais pas, tiens, qu'est-ce que c'est que l'AFDET, Association française pour le développement de l'enseignement technique », dont d'ailleurs nous avons Marc ce soir qui est représentant. Il y a comme ça beaucoup de réseaux dont on a quelquefois entendu parler, souvent pas du tout, mais pour autant c'est l'occasion, au moins à travers de leur site internet, de les découvrir. Donc, tout de suite, sans plus attendre, premier offreur de service, qui est une offreuse de service, qui est juste à côté de moi, Charlotte Barret. Je vais lui presser le micro. Je vous remercie de l'encourager parce que c'est un exercice, c'est pas très simple et je crois que ça sera bienvenu. Merci. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Jean-Baptiste, je me présente, Charlotte Barret. Donc ce soir, en fait, je vais vous présenter mon offre de service que j'ai basée sur, avant tout, un double constat. Donc, un premier constat tout simplement sur les outils qu'utilisent déjà les entreprises pour se faire connaître. Donc, notamment, tout simplement les salons, tout simplement aussi l'utilisation des prestataires de services. Ce sont des services qui coûtent cher. Et également, donc, le contexte économique, surtout de nos jours, donc avec des profils pénuriques de plus en plus, une augmentation du chômage, la difficulté de recrutement de la génération Y, le turnover et le départ massif à la retraite des baby boomers. Donc moi aujourd'hui, de par ma double compétence, RH et commerciale, je voulais donc justement répondre à une problématique, à un enjeu, qui est comment attirer et fidéliser les talents de demain. Et comment faire en sorte que le recrutement devienne un avantage concurrentiel. Donc pour ce faire, donc comme je vous l'ai stipulé, j'ai une double compétence, donc RH et commerciale, acquise sur le terrain avec 7 ans d'expérience et une facilité relationnelle. Et ensemble, je souhaite vous présenter et mettre en place la marque employeur. Donc la marque employeur, c'est tout simplement la perception qu'a chaque individu d'une entreprise, donc notamment l'équilibre vie professionnelle, vie privée, la rémunération, tout ce que recherche, tout un enjeu en fait que recherche le candidat pour pouvoir rentrer dans une structure. Et la marque employeur est devenue de plus en plus un levier pour attirer la génération Y. Donc,
Pour ce faire, je sais mettre en place l'étude d'image de marque et un benchmark. Je peux aussi mettre en place les journées de business game. En fait, tout simplement, c'est pour justement se faire un vivier, une nouvelle manière en fait. C'est une nouvelle façon de concevoir le recrutement. Et ainsi, bien sûr, être présent sur la toile, qui est maintenant un enjeu très très important. Donc, et ensemble, créer des pages Facebook, Twitter notamment. Ce sont des exemples. Et grâce à ça, grâce à ces outils, à ces nouveaux outils, donc qui permettent de favoriser tout simplement le recrutement de demain, ce qu'on appelle le recrutement 2.0, eh bien, ça permettra, et c'est prouvé, à chaque société qui met en place cette marque employeur, eh bien, un gain de notoriété de l'entreprise, un effet fédérateur pour chaque acteur de la structure, parce que c'est très important de fidéliser ses salariés pour qu'ils montrent l'exemple. Et ensuite, l'adaptation, comme je l'ai dit, à un nouveau mode de recrutement, donc 2.0. Et ça créera donc un avantage concurrentiel, un effet de levier pour se démarquer de la concurrence qui aujourd'hui, et je pense, comment dire, un point déterminant pour se démarquer. Voilà. Donc bien sûr, après je laisse le soin à Jean-Baptiste, voilà, de vous laisser mes coordonnées, mon numéro de téléphone et mon adresse mail, pour qu'on puisse partager ensemble sur cet enjeu qui est comment attirer donc les perles, les talents de demain, et bien sûr mes compétences que je vous offre et que je mettrai à votre disposition. Merci beaucoup. Juste un petit mot sur les offres de services, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire que vous avez une offre de service à faire valoir, comme l'a fait Charlotte, quel que soit le domaine d'activité, vous nous contactez, soit moi, soit Valérie Charand, qui est là, voilà, avec qui nous pilotons ces soirées, de telle sorte qu'on puisse étudier avec vous dans quelle mesure ça peut s'intégrer dans une soirée comme celle-ci. N'hésitez pas à nous contacter parce que je pense que on le sait par expérience, maintenant qu'on en est à cette 18e soirée, ça a eu des retours tout à fait significatifs et intéressants. Deuxième offre de service, qui est aussi une offreuse de service, Catherine Levaux, que nous accueillons et qu'on peut même encourager. Catherine Levaux, donc bonsoir à tous et à tous, et puis merci de votre écoute. Je suis gérante d'une société qui s'appelle Cell Conseil, et je suis consultante en hygiène et sécurité pour l'entreprise. Donc voilà, ce soir je me présente à vous en tant que telle. J'ai d'autres prestations, mais on n'en parlera pas ce soir, c'est un peu trop long et trop compliqué après. Je compte sur Jean-Baptiste pour m'aider. Donc voilà, moi j'offre une expertise au point de rencontre de l'entreprise et de l'institution parce que j'ai une formation technique au départ. Donc j'ai été amenée à travailler dans le secteur industriel et tertiaire, dans des fonctions de chimiste, puisque c'est ma formation initiale, et d'hygiène et sécurité. Et plus particulièrement les dernières années pour IBM France, donc une grosse entreprise qui m'a beaucoup appris dans ce domaine. Et ensuite j'ai fait un agrément ministériel à la CARSAT. Donc j'ai vraiment un regard global sur l'hygiène et la sécurité, tant dans l'entreprise que dans l'institution, où il y a vraiment deux langages et deux attentes, on va dire, différentes mais complémentaires. Donc ces années passées dans ces différents milieux professionnels m'ont permis de faire un constat, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la sécurité, par manque de connaissances, par manque de temps, et puis par un regard parfois non pas positif, mais plutôt un peu négatif. On considère que la sécurité, c'est une perte de temps, c'est une dépense d'argent, alors que c'est aussi et surtout un investissement avec un retour potentiel non négligeable. Humain, bien sûr, et aussi financier. Donc c'est ce constat qui m'a amené aujourd'hui à proposer mes services en tant que consultante auprès des entreprises, et plus particulièrement des PME et des TPE. Parce que les grosses sociétés ont des équipes en interne, sont aguerries, ont des compétences en interne. Par contre, c'est vrai que les TPE et les PME sont, je dirais, plus ennuyées parce qu'elles n'ont pas forcément les connaissances, pas le temps, et la réglementation est quand même très complexe. Donc c'est un vrai métier, c'est une vraie démarche. Donc moi j'ai eu envie de proposer mes services
vraiment au début de la démarche et de la politique de prévention des risques, c'est parti, professionnels, pour les petites entreprises. Donc en fait, j'aide les entreprises à faire le diagnostic de sécurité, donc l'évaluation des risques professionnels, c'est ce qu'on appelle le VRP, et la rédaction du document unique. Donc c'est une assistance, puisque quoi qu'il en soit, le chef d'entreprise reste responsable de ce document, et il a une véritable obligation par rapport à la loi. Et ensuite, il y a aussi la mise en place des plans de formation pour les salariés. Donc il faut savoir que je travaille aussi avec des consultants spécialisés dans le domaine. Je ne fais pas tout forcément. Voilà, donc ça c'est vraiment, je suis le plus en amont possible pour la mise en place de la démarche de prévention des TPE, des PME. Donc il faut savoir que pour l'entreprise, c'est que du bénéfice, parce qu'il y a la première chose, c'est je vais lui permettre de répondre aux exigences réglementaires, parce que le Code du travail exige quand même depuis 2001 de faire ce qu'on appelle document unique. Dans le cas contraire, le chef d'entreprise est quand même susceptible d'avoir une amende au minimum de 1 500 €. Et ça, c'est pas la dernière chose, c'est que si jamais il y a un accident du travail, là, ça va aller jusqu'à l'emprisonnement, puisque c'est sa responsabilité pénale. Donc moi, j'ai vraiment un discours auprès de l'entreprise pour lui permettre de comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout ça. En fait, on n'est pas vraiment sur une démarche purement administrative pour se garantir de l'inspection du travail, mais vraiment pour lui faire comprendre qu'il court un risque énorme pour la survie de sa société. Donc je le fais d'une façon positive, c'est pas forcément le bâton pour se faire battre, mais c'est vraiment pour lui faire comprendre que c'est une démarche de progrès et que ça va lui permettre de pérenniser sa société. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'intéresse plus, je dirais, c'est ce qu'on appelle le well-being en Europe du Nord, qui est très très peu utilisé ici, donc, et qui est très utilisé aussi aux États-Unis, parce que bon, il faut savoir que les Américains ont un référentiel sécurité qui est très performant, contrairement à nous. L'anglais aussi. Voilà. Donc le well-being, c'est le bien-être. Alors non pas forcément coucou les petits oiseaux, mais la santé mentale et physique du salarié. Il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de risques psychosociaux. Donc c'est quand même une grosse préoccupation aujourd'hui chez les salariés, et ce qui est normal, et chez les employeurs. Donc moi, je m'attelle vraiment à communiquer et à aider l'entreprise à comprendre que la sécurité de ses salariés, ça a plein de bienfaits. C'est une amélioration du dialogue social, c'est une amélioration de son outil de travail, voire la pérennisation de sa société, c'est revoir son organisation en interne, revoir ses outils techniques. Donc voilà, donc la sécurité, c'est pas non plus que les équipements de protection individuelle, c'est vraiment tout un ensemble de facteurs qui vont lui permettre de changer son point de vue sur la prévention et de penser non plus dépenses, mais investissement. Voilà, donc, et puis la qualité humaine, enfin je veux dire le respect des hommes, c'est quand même, enfin des femmes, c'est quand même très important dans l'entreprise. Et en période de crise, il y a quand même un stress inhérent parce que tout le monde a des peurs, que ce soit le salarié, ouvrier, le cadre, le chef d'entreprise, parce que chacun à son niveau a des exigences à respecter, a le stress, a la pression du salarié, de son supérieur, du client, etc. Donc on est confronté quand même à beaucoup de soucis dans une entreprise avec des problèmes récurrents qui sont très souvent des prud'hommes, des procès, etc. etc. Donc ça devient vite périlleux. Voilà, donc moi j'ai repris le flambeau pour communiquer vraiment et aider les TPE et les PME dans ce sens-là. Bon, ça de toute façon, comme vous le savez, la réglementation, ça se respecte ou pas, c'est un choix, c'est un libre arbitre. Mais il faut savoir aussi que moi dernièrement, par exemple, je suis intervenue dans une entreprise parce qu'un salarié est allé voir l'inspection du travail. Et donc l'inspection du travail a pris rendez-vous avec l'entreprise. Et donc j'ai dû faire le document unique dans l'urgence. Et ça va se présenter de plus en plus souvent. Donc là, on n'est plus dans une démarche positive et sereine, on est dans l'urgence. Et c'est plus du tout la même approche. Donc moi, derrière, j'essaye de déstresser les dirigeants pour reprendre l'optique initiale, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc quand un chef d'entreprise est confronté à un inspecteur du travail, parce que c'est le salarié qui le demande, là aussi, c'est pas simple à gérer. Alors, on va parler prix, puisque bon, forcément les prestations ont un prix. Juste un exemple. Pour une TPE de 5 salariés, c'est 750 € hors taxe.
Voilà, donc la prestation comprend l'évaluation des risques sur le site, la rédaction du document unique. Une amende, c'est 1 500 €. Un accident du travail, c'est au bas mot une journée de travail perdue. Et en coût indirect, c'est entre 3 et 5 fois le coût de l'AT. Donc voilà, après chacun fait ses choix. C'est une formation d'ingénieur chimiste que tu as? BTS Chimie. Pas commercial. C'est le prix d'une journée de consultant, pas cher. Oui, je sais, mais on a voulu garder des tarifs justement attractifs pour les TPE et les PME. Bon, c'est proportionnel au nombre de salariés, hein, d'accord? Voilà, c'est proportionnel. Mais on connaît aussi la problématique de la TPE aujourd'hui. Elle a d'autres impératifs, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vraiment inciter l'entreprise à faire cette démarche. Mais là, c'est du bénévolat. Non, dans une TPE, on passe à peu près une demi-journée. Enfin, je passe à peu près même pas une demi-journée. Une TPE avec des risques, je dirais, voilà, pas une sous-traitance du nucléaire ou autre. Hein, mais la rédaction du document unique? Avec l'habitude, c'est une demi-journée aussi de travail. Voilà. Une TPE de 10 salariés, c'est beaucoup plus cher. D'accord, c'est vraiment proportionnel au nombre de salariés, puisque c'est une question de temps aussi derrière. Après, derrière, si je dois revenir, je facture. S'il y a eu un plan de formation, c'est facturé, etc., etc. Mais là, c'est vraiment l'intervention sur le site avec la rédaction du document. Voilà. Et c'est vrai que je travaille aussi avec un autre consultant qui a des tarifs moins chers que ça. Donc là, effectivement, on approche le bénévolat. Mais en France, vraiment, on est très en retard sur la prévention et sur le respect de l'être humain. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Dans vos agendas, tout de suite, vous pouvez noter le 20 juin prochain pour la prochaine soirée CDE Interréseau, où nous recevrons simultanément la communauté du Pays d'Aix et Elisabeth Motte, qui est directrice du développement économique de la CPA, viendra vous présenter ce qu'est l'action à destination des entreprises de la communauté de communes, et Pays d'Aix Développement, qui est une délégation de service public en charge du développement économique également sur le Pays d'Aix. Et je pense que ça sera Lionel Minassian, donc, qui est le directeur de Pays d'Aix Association, et Elisabeth Motte, le 20 juin, notez-le tout de suite dans vos agendas, vous recevrez les invitations. Mais Pays d'Aix Développement. Pas association. Oui, autant pour moi. Pays d'Aix Développement. Oui, j'ai fait une confusion, merci. Ce qui d'ailleurs me permet de tout de suite aussi également vous proposer une date, il n'y a pas de slide, mais après-demain, ici même, peut-être même dans cette salle, aura lieu à 18h30. Une présentation de l'association CTROPCA, qui est partenaire de l'organisation des soirées CDE Interréseau. Et donc, si vous êtes disponible, jeudi soir, ça vaut la peine de venir découvrir les activités de cette association à destination des entreprises et des particuliers du territoire. Deuxième partie, le cœur de la soirée. On reçoit donc le pôle Pégase, Emmanuel Del Negro. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Emmanuel Del Negro, je travaille au sein du pôle Pégase depuis 2 ans et demi à peu près. Et j'ai en charge le volet développement économique de ce pôle que je vais vous présenter. Je ne suis pas venue seule puisque Marc Benoît, qui est le représentant de la société VSM, hein, qui est une de nos PME adhérentes et membre de notre bureau exécutif, est avec moi pour pouvoir notamment vous témoigner en pratique ce que notre réseau peut faire pour les PME de l'aéronautique de la région. Voilà, alors juste que je repère comment ça marche, après tout ira mieux. Voilà, ok. Alors, un petit rappel pour ceux qui n'en auraient pas connaissance. Un pôle de compétitivité, c'est quoi? Un PRIDES, c'est quoi? Alors, on va rentrer dans les acronymes divers et variés qu'on utilise dans notre métier. Donc, pôle de compétitivité, c'est une politique qui a été lancée par l'État en 2005, avec l'idée, en fait, de favoriser la création de valeur et la création d'emplois dans les PME, en mettant en réseau les grands groupes, les PME, les TPE et les laboratoires. Donc l'idée c'était vraiment de créer un terreau permettant les échanges entre ces 3 types de structures qui n'avaient pas forcément l'habitude de beaucoup se parler. Donc aujourd'hui c'est un label qui, vous le verrez tout à l'heure, concerne 71 entités en France sur des thématiques très différentes. Nous avons ce label, nous, depuis 2007. La même année, nous avons obtenu le label PRIDES. Donc, j'ai vu tout à l'heure dans la présentation que vous aviez déjà reçu le PRIDES EA Éco-entreprise, je pense, et que vous aviez eu également une présentation de la politique des PRIDES de la région. Donc, pour faire court, la politique le PRIDES, c'est l'instrument
politique du développement économique de la région PACA. L'idée, c'est de favoriser, pareil, le développement des entreprises à travers tout un tas de dispositifs qui sont déployés préférentiellement par ces PRIDES, qui sont des pôles régionaux, en fait. Donc c'est une déclinaison régionale de la politique qui a été initiée au niveau national. Alors, par le label Pôle de compétitivité, nous nous intéressons à l'innovation. Et en quoi l'innovation peut aider les entreprises à créer de la valeur, créer de l'emploi. Par le label PRIDES, on est plus dans une logique de cluster, c'est-à-dire favoriser les relations entre entreprises, favoriser le B2B, faire en sorte que les entreprises d'un même secteur d'activité en région se connaissent. Finalement, ce que vous faites, vous, au sein de la VARAP, nous, on a cette approche-là au niveau régional sur une filière qui est la filière aéronautique. Alors, je vous disais que nous n'étions pas tout seuls, 71 pôles de compétitivité en France. Bon, comme d'habitude, quand l'État lance une politique, toutes les régions répondent, les départements, tout le monde avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, on s'est retrouvés avec effectivement tout un tas d'initiatives. Ce qui est intéressant à noter, c'est que pour ce qui concerne l'aéronautique, on a donc 3 pôles de compétitivité en France qui fonctionnent en réseau. Aerospace Valley qui est à Toulouse, ça n'a échappé à personne qu'à Toulouse on a Airbus. Paris, forcément, avec l'ensemble des sièges sociaux, on ne pouvait pas ne pas avoir le pôle de compétitivité aéro. On est plutôt sur des gens comme Dassault ou Safran, donc grand motoriste national et mondial. Et enfin, Pégase, donc en région PACA, où nous avons été en fait créés à l'initiative de 2 grands donneurs d'ordre qu'on a en région. On est dans les Bouches-du-Rhône, donc je vais commencer par Eurocopter, mais également Thales Alenia Space à Cannes, et également l'ensemble du réseau des entreprises, des PME et TPE de la région, notamment avec l'UIMM des Bouches-du-Rhône qui s'est fortement mobilisé pour la création du pôle. Alors nous sommes une association avec un certain nombre d'instances de gouvernance. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une coordination au niveau national, à la fois au plan stratégique et également au plan scientifique. Pourquoi? Parce que l'aéronautique fait partie des secteurs stratégiques français. Donc nous sommes sous une double tutelle de la Direction générale de l'armement et de la Direction générale de l'industrie, ce qui nous impose un certain nombre de droits et de devoirs. Nous sommes un pôle essentiellement de PME. Je ne vous apprends rien, hein. Vous mentionniez tout à l'heure le nombre moyen de salariés en région. Donc au sein de notre bureau exécutif, nous avons 3 collèges, dont un collège entreprise qui regroupe 4 PME sur les 6 membres entreprises que nous avons. Alors au niveau des PME, ça va vraiment de la start-up à la grosse PME familiale. Donc on a vraiment un échantillon assez large de type d'entreprise. Et enfin, nous avons également nos donneurs d'ordre qui sont présents à travers Eurocopter et Thales Alenia Space. Également, j'en parlais tout à l'heure, mais nous avons une de nos instances qui s'appelle le Collège PME, qui est dirigé par notre vice-président Serge Santi, qui est dirigeant de la société Oxytronic, et qui vraiment fédère l'ensemble des PME et des TPE du pôle, pour pouvoir apporter un autre regard à finalement des décisions qui peuvent être prises en bureau exécutif avec des partenaires académiques ou des grands groupes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que nos PME. Donc nous avons des collèges PME et des bureaux où on discute beaucoup. Et Marc, je pense, vous en parlera. Alors forcément, dans nos partenaires, dans le collège, on retrouve les gens de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque je vous disais que ça faisait partie du triptyque qui était à l'origine des pôles de compétitivité. Et on a également les partenaires du monde du développement économique qui sont présents. Alors de quoi parlons-nous en aéronautique en région PACA? Mais finalement, on parle d'autre chose que ce à quoi vous pouvez penser quand vous pensez à l'aéronautique, excusez-moi. On parle finalement pas vraiment de transport de passagers, pas vraiment de transport de fret. On parle de qu'est-ce qu'on pourra faire demain avec un aéronef de différent que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Quelles sont les nouvelles pistes de croissance? Est-ce qu'on saura transporter des charges lourdes? Par exemple, est-ce que si on avait eu un ballon, un dirigeable,
sachant porter des charges lourdes, on aurait pu s'éviter de faire le tronçon autoroutier pour aller approvisionner ITER. C'est ce genre de problématique auquel on réfléchit. Comment on peut inspecter des ouvrages parfois difficiles d'accès en remplaçant les moyens humains par des moyens techniques qui peuvent intervenir en tout temps, par exemple, et en tout lieu. Comment on peut envoyer des secours, notamment en zone hostile, zone de catastrophe, zone naturelle, zone de théâtre d'intervention de crise, par exemple, en envoyant un engin qui peut être un drone, un hélicoptère, etc., pour avoir un premier niveau d'observation, de renseignement avant de déclencher l'envoi de secours, par exemple. Donc finalement, ça nous amène à regarder comment on peut inspecter et qu'est-ce qu'on peut inspecter avec un aéronef, comment on peut intervenir et où avec un aéronef, qu'est-ce qu'on peut transporter et comment on peut relier l'information différemment qu'avec du satellite aujourd'hui. Et c'est en regardant sur ces 4 items-là qu'on va aller identifier des niches de marché, parfois encore peu explorées, et travailler avec nos entreprises pour trouver des solutions aux problématiques rencontrées par ces marchés. Alors, un exemple en inspection, ça peut être aller détecter des nappes de dégazage sauvage en mer. En termes de secours, on est une région fortement concernée par les incendies. Comment on aide les pompiers à coordonner les secours sur place, parce que un pompier dans son PC, il ne voit pas directement où en sont les gens sur le terrain. Et finalement, avoir un suivi aéroporté de ce qui se passe, ça permet de prendre de meilleures décisions. Donc forcément, on s'occupe de l'hélicoptère et du satellite. On ne pouvait pas faire autrement que de ne pas travailler pour nos donneurs d'ordre. On travaille également sur la création d'une nouvelle filière industrielle au plan européen qui concerne le ballon. Alors le ballon sous différentes formes. Le ballon dirigeable, c'est ce que vous voyez au niveau atmosphérique. Et le ballon stratosphérique, donc là on est à 20 km. Et on est dans des zones, typiquement, on pourrait faire redescendre des missions qui aujourd'hui sont accomplies par le satellite. À des coûts, vous imaginez, forcément moindres. Là, on est sur des ambitions fortes en termes de création de filières industrielles au plan européen, avec des consortiums qui mobilisent les grands donneurs d'ordre de ce domaine-là, mais aussi des PME et des TPE qui ont des technologies à apporter. Et j'y reviendrai. Alors, sous le terme système léger autonome et non autonome, on parle de quoi? On parle de tout ce qui est petit pour nous, c'est-à-dire le drone, notamment les petits drones, les mini-drones. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on est un pôle de TPE, de PME, et vraiment notre leitmotiv, c'est de dire sur chacune de ces filières-là, allons chercher des PME, des TPE qui ont des technologies à apporter au service de ces filières. Alors, la chance qu'on a en région PACA, et c'est bien pour ça qu'on a pris ce positionnement, quelque part nouveaux usages, c'est qu'on n'a pas de filière industrielle forte, très très forte, comme on peut l'avoir, dominante, comme on peut l'avoir par exemple dans le bassin toulousain, mais qu'on a par contre des pépites, notamment au niveau technologique, dans un certain nombre de secteurs qui nous intéressent fortement, parce qu'à partir du moment où on raisonne observation, secours, etc., ben on raisonne technologie qu'on va mettre dans un aéronef. Donc ça nous amène finalement à travailler avec des entreprises qui sont très peu aéronautiques, qui sont des entreprises qui sont dans le logiciel, sont dans le câblage électrique, vont développer des moyens de capteurs optiques par exemple, ou sont dans de la mécanique de précision. Voilà, l'idée étant, chaque fois, à travers ce que ces entreprises nous proposent, de lever des verrous technologiques et surtout d'amener de la différenciation pour atteindre les marchés que l'on vise. Alors pour faire ça, comment on fait? Finalement, on part du bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'on se pose des questions en termes de marché, observation, intervention, secours, etc. Et on raisonne en termes de scénario de mission, c'est-à-dire à partir du moment où je veux aller essayer de repérer une nappe de dégazage sauvage en mer, de quels moyens il faut que je dispose, à bord de quel type d'aéronef pour accomplir cette mission-là. Il nous faut quelque chose qui soit capable de voir, de voler longtemps, de voir de façon précise. Pourquoi pas de pouvoir doser ou en tout cas identifier
Vous parliez de chimie tout à l'heure, quels sont les polluants qui sont impliqués. Donc on raisonne vraiment en termes de scénario de mission. Derrière, on va chercher le vecteur. Alors je suis un peu dans mon jargon, mais on va chercher dans nos filières industrielles l'aéronef, l'engin volant. Soit il existe, tant mieux, soit on va essayer d'en développer un nouveau. Et puis on va chercher dans les technologies ce qu'on va pouvoir embarquer à bord de ces aéronefs. Après, derrière, on a une logique de certification parce qu'on est en aéronautique et qu'on n'envoie pas n'importe quoi dans le ciel. Donc, on a une dimension de certification qui est très, très importante et qui est surtout impactante en termes de modèle économique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une solution qui est viable techniquement, qui est même viable économiquement, avant le coût de la certification, qui double largement le coût du développement. Donc cette étape certification est également à regarder pour savoir si au final notre PME ou notre consortium de PME va pouvoir aller vendre sur les marchés qui ont été identifiés. Alors on parlait de réseau, nous sommes 320 aujourd'hui au sein de Pégase avec une large prédominance d'entreprises des Bouches-du-Rhône, notamment avec tout le tissu de la sous-traitance autour d'Eurocopter. Et j'y reviendrai après, je vous parlerai de la répartition en termes de PME et de TPE, de grands groupes au sein de ce réseau. Alors, juste un point sur notre ambition, parce qu'on est parti en disant, je vous ai dit qu'on s'était positionné sur de nouveaux usages, etc. On a une ambition et une mission qui est d'aider à la création de valeur en région. On l'a chiffré. En disant, par nos actions, on a l'ambition de favoriser la création de 10 000 emplois nouveaux en région à horizon 10 ans. Alors, 10 000 emplois en partant de quoi? Lorsqu'on a créé le pôle, on a compté ce qu'était la filière aéronautique en PACA. Alors, selon la sélection de code NAF, je pense que vous êtes tous familiers de ce type d'exercice, on n'arrive pas forcément au même chiffre. Si on prend l'aéronautique au sens pur et dur, on est plutôt aux alentours de 22 000 emplois. Si on prend l'aéronautique, l'aéroportuaire, et en incluant les emplois défense, on est à 35 000. Donc on a 10 000 emplois là au milieu qui concernent les activités aéroportuaires et le secteur de la défense, qui est un gros secteur utilisateur du monde aéronautique. Donc 10 000 emplois au regard de ces 20 000 ou même de ces 30 000, c'est quand même un objectif ambitieux. On a la chance d'être sur un secteur d'activité qui aujourd'hui encore crée de l'emploi, 6% de taux de croissance en 2012. Ça nous permet de maintenir cet objectif malgré le contexte économique. Alors cet objectif, il se décline en sous-objectifs qui sont à la fois des objectifs en termes d'innovation. Je vous ai parlé d'aéronefs et de créer de nouveaux aéronefs, mais aussi d'usage, c'est-à-dire comment demain on crée les conditions d'utilisation d'un aéronef là où avant on utilisait autre chose. Exemple, on a un adhérent très récemment, qui est la Société des Eaux de Marseille, qui est venu nous voir en nous disant « mais moi, quand il faut que j'aille inspecter des émissaires, j'envoie un avion, j'envoie un hélico, il me faut 2 personnes, un caméraman, il ne peut pas voler tout le temps, il y a du Mistral, etc. Qu'est-ce que je peux trouver comme autre solution ?» Typiquement, on est là sur des réflexions en termes de nouveaux usages. Voilà. On a également des objectifs en termes de croissance de PME. Une des grosses problématiques françaises, c'est le manque de PME, qu'on appelle ETI, établissements de taille intermédiaire, qui sont les PME, entre guillemets, à l'allemande, c'est-à-dire les PME entre 250 et 2000 personnes, où là, on sait que nous, en France, on a un trou dans la chaîne de valeur. On a énormément de TPE, des PME, et puis après, on a nos grands groupes. Et puis au milieu, c'est un peu le trou noir. Et il y a vraiment une grosse problématique avec un certain nombre de politiques qui sont mises en place pour aider à la création de ces ETI. Le pacte PME, par exemple, est un de ces leviers-là. Donc nous, on s'est dit, on va prendre une part du travail qu'on a à mener en France pour amener à la création de ces ETI. Et on a un objectif, effectivement, c'est de repérer une dizaine de TPE ou de PME qui ont à la fois l'ambition, les moyens, les compétences pour aller à cette taille ETI dans ces horizons-là. Alors, je reviens juste sur l'horizon.
Je vous avais dit qu'on a été labellisé en 2007. Notre horizon, c'est donc 2017. On a eu récemment un audit, donc on a fait nos comptes et on est à peu près au milieu du gué, donc on maintient notre objectif aujourd'hui. Alors justement, ça fait le lien avec notre vision 2013-2018, puisqu'après un audit, en général, on refait l'exercice en termes de stratégie. Donc maintien de notre ambition d'appui à la création de 10 000 emplois et un recentrage fort sur la mise en marché. C'est-à-dire que lorsque les pôles de compétitivité ont été créés par l'État, le leitmotiv c'était l'innovation. Pas assez d'innovation, les TPE font pas assez d'innovation, les PME non plus, elles ne parlent pas au labo. Créons des outils qui permettent à ces gens-là de parler. Aujourd'hui, la question c'est créons des outils pour aider à la mise en marché des produits qui sont nés de ces projets d'innovation. Puisqu'aujourd'hui, depuis 2007, on arrive à la phase, le cycle de développement en aéronautique c'est plutôt 5 ans, donc on arrive à la phase où on a la mise en marché des premiers produits qui sont issus de ces projets de R&D. Donc le focus des années qui viennent là chez nous, c'est appui à la mise en marché, donc renforcement en compétences des entreprises pour aider à la mise en marché et donc recherche des financements au EBA de bilan pour aider à tout ça. Donc on est vraiment là-dessus. Alors comment tout ça, ça se manifeste en région? Parce que je vous ai dit, on est 320, on va travailler sur l'innovation, on va travailler sur l'accompagnement des entreprises, etc. Bon, on peut se dire, bon, par quoi on commence? Finalement, on s'est dit, on a une région qui est ce qu'elle est, qui a ses caractéristiques géographiques, culturelles, économiques. Et donc, on a fait une analyse en fait des forces et faiblesses du territoire et des différents départements et même au-delà, c'est-à-dire des différentes agglomérations, bassins d'emploi dans lesquels on avait de l'aéronautique. Ça nous a amené finalement à déployer notre feuille de route au niveau régional et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui dans les politiques européennes une logique de spécialisation intelligente, c'est-à-dire de se dire on va spécialiser les différents territoires de la région au regard de nos feuilles de route filières. Donc forcément l'hélico, on le traite autour de l'étang de Berre, parce qu'on ne va pas déplacer Eurocopter. Le spatial, les satellites, on le traite à Cannes, autour de Thales Alenia Space, mais aussi à Sophia Antipolis, où on a beaucoup de sociétés du secteur de l'informatique. L'aéroportuaire, on est sur Nice, avec l'aéroport de Nice. Tout ce qui concerne les ballons, donc strato-dirigeables, on est sur Istres. Alors pourquoi Istres? Parce que c'est là qu'on a la piste la plus longue d'Europe. Il y a un accès réglementaire à la stratosphère, donc à 20 km. Pourquoi? Parce que c'était le lieu d'atterrissage de secours de la navette spatiale américaine. Ça nous permet de bénéficier à la fois d'une infrastructure intéressante, mais aussi d'un appui réglementaire qui serait très long à créer de nos jours. Voilà. Et puis nos fameux systèmes légers autonomes et non autonomes, on les a à la fois sur Toulon et sur Avignon. Sur Toulon, on est plutôt sur une dualité air-mer, notamment toutes les applications maritimes et navales de l'utilisation d'aéronefs. Et puis sur Avignon, on est plutôt sur des petits constructeurs d'ULM, d'avions légers ou de mini-drones sur des applications plus civiles. Voilà, avec chaque fois des techniques d'animation qui marient en fait à la fois les acteurs publics et les acteurs privés présents sur ce territoire-là, un plan de gouvernance, un plan d'action, etc. Donc on essaie vraiment d'incarner au plan local notre stratégie et chaque fois de bâtir des partenariats parce que vous aurez noté qu'on a quand même un sacré boulot. Vous verrez tout à l'heure l'équipe. Alors je vais revenir sur, parce que je vous parle de PME tout à l'heure, donc 46% de nos adhérents sont des entreprises, parmi elles 81% sont des TPE ou des PME. Donc ça veut dire qu'on est fortement concerné par leurs objectifs, leurs problématiques, et qu'à travers le collège PME dont Marc va vous parler, on a vraiment un outil, alors parfois dans nos couloirs on parle de contre-pouvoir, qui est là pour dire, ben oui, il y a les objectifs des grands groupes, mais il y a aussi les objectifs des PME, TPE du pôle. Alors qu'est-ce qu'on fait en pratique pour nos entreprises? Ben, on écoute nos adhérents, on écoute le collège PME,
De l'autre côté, on écoute l'État qui nous dit vous étiez une usine à projet, il faut être une usine à croissance demain. Et on prend en compte l'évolution des politiques publiques pour voir comment on va financer tout ça. Et ça, avec tout ça, on met tout ça dans une grande moulinette et on essaie de sortir des actions qui servent nos entreprises. Alors ces actions, elles concernent des volets stratégie, financement, des volets beaucoup plus business, notamment à l'international, et des choses qui concernent l'innovation ou le renforcement en compétences. Alors, je vous ai mis 2 exemples, mais ce n'est pas exhaustif. Alors, je vous les mettrai après. Plutôt, je vais revenir. Alors, par exemple, au niveau compétences, mais finalement, on a, en écoutant nos entreprises, on a bâti en fait un plan d'accompagnement sur la durée avec un objectif long terme qui est modulaire, que l'entreprise dont l'entreprise peut se saisir en fonction de ses objectifs de l'année ou à plus ou moins long terme, et qui finalement adresse l'ensemble des problématiques RH que peut rencontrer un dirigeant d'entreprise. Et ça, on le fait à travers un tas de partenariats. C'est-à-dire que nous, finalement, ce qu'on fait, c'est écouter nos entreprises, packager une offre, faire de l'ingénierie de cette offre pour notamment aller chercher des financements publics là où on peut aller les chercher. Et ensuite, derrière, aller prendre des partenaires et des prestataires pour délivrer cette offre. Partout où on peut mobiliser des partenaires publics, on le fait. Lorsque l'offre n'est pas présente dans le secteur public, on va aller chercher du secteur privé. Et souvent, on a un mix, en fait, dans l'offre que l'on propose. Pareil, même approche sur l'international. Donc on a une approche en plusieurs phases et en fonction du niveau de réflexion de l'entreprise, de ses ambitions, de ses moyens, etc., elle va ou pas participer à nos actions, pour tout ou partie. Bon, là, typiquement, sur ces actions-là, forcément, on travaille avec Ubifrance, on travaille avec la COFAS, avec la DRCE, donc voilà, partout, on va aller chercher des partenaires. Donc, toutes ne viennent pas dans notre réseau avec les mêmes objectifs. On a des entreprises qui viennent, justement, ne faire que du réseau, qui souhaitent être dans notre annuaire, pouvoir participer à nos événements B2B, etc. C'est à peu près 25% de nos adhérents. Donc pour ces entreprises-là, on propose un parcours au sein de notre pôle qui finalement contient essentiellement du B2B, de l'annuaire, des choses comme ça. Ensuite, à l'opposé, on a des entreprises qui ont de fortes ambitions de croissance et qui ont besoin de mobiliser énormément de moyens pour aller au bout de leurs ambitions. Donc là, on a mis en place un programme avec le soutien de l'État, donc des investissements d'avenir, un accompagnement dans la durée qui est préfinancé et qui est rémunéré au success fee. C'est-à-dire que soit on se trompe avec l'entreprise, et un peu dans la logique d'Oseo, c'est-à-dire que finalement c'est l'État qui a assumé le risque, soit on réussit ensemble, et à ce moment-là, on rémunère la prestation que l'on a mise en place, qui peut aller jusqu'à 300 000 € de prestation, avec du success fee qui est négocié au départ. Comment on pourrait négocier une prise de participation, voilà. L'idée étant derrière de pouvoir réinjecter ces fonds pour accompagner d'autres entreprises. Donc là, on est vraiment sur l'accompagnement dans la durée, sur un niveau stratégique qui concerne plutôt l'entreprise qui va soit faire de la croissance externe, soit créer une nouvelle activité, une nouvelle business unit qui a besoin de nous pour y arriver. Par exemple, qui arrive du ferroviaire, qui veut aller sur l'aéronautique, qui dit « moi, toute seule, je ne vais pas y arriver ». On peut avoir des entreprises qui sont en plein de retournement, donc qui sont dans des situations difficiles, mais pour lesquelles le donneur d'ordre nous dit elle est essentielle à mon tissu, à ma chaîne de valeur, il faut faire quelque chose parce que sinon je ne vais pas pouvoir continuer à fonctionner. Et on a également des entreprises qui changent de position dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'elles pouvaient par exemple ne faire que du développement, et puis elles décident d'aller au bout, de faire du produit, d'aller le vendre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elles se réorganisent complètement, et ça veut dire aussi qu'il faut qu'elles se recapitalisent, et donc il y a tout à repenser finalement. Donc ça, c'est à peu près également 25% de nos entreprises. Puis au milieu, vous avez donc 50%, si vous savez bien compter, qui sont des entreprises qui nous demandent finalement de les accompagner un peu au quotidien, sur des problématiques de plus court terme,
très business, très trésorerie de tous les jours, voilà. Où là, on est plutôt dans une logique de petits accompagnements, un peu one-shot, où on va aller chercher du financement là où on le peut et où on ne va pas forcément demander à l'entreprise de s'investir beaucoup, à la fois en termes de temps et de finances. Donc c'est essentiellement le commercial, l'international, les ressources humaines et la trésorerie. Jusqu'à présent, là, je vous ai beaucoup parlé finalement d'accompagnement de l'entreprise, d'accompagnement à la croissance et très peu d'innovation. On en fait quand même puisqu'on a un pôle de compétitivité, sinon l'État ne serait pas très content. On fait essentiellement de l'accompagnement à l'innovation proche de la mise en marché, c'est-à-dire de la recherche appliquée. Parce que c'est ce que nous demandent nos entreprises et parce que c'est ça qui va créer de la valeur le plus vite. C'est pas en faisant de la recherche fondamentale avec des laboratoires qu'on va créer de l'emploi dans 3 ans. Donc on est vraiment sur ces objectifs-là. En général, sur nos projets, sur les projets que l'on accompagne, on a un bon taux de financement. C'est-à-dire que, vous voyez là sur cette planche-là, sur 68 projets qui ont été déposés en 5 ans, on en a 29 qui ont été financés. Donc c'est plutôt un taux satisfaisant. Alors, qui innove chez nous? Essentiellement les PME que vous retrouvez en rouge là, ici. Et ça, finalement, c'est en droite ligne avec ce que je vous disais tout à l'heure, qui était de dire, nous, on va aller chercher les PME, les TPE, qui ont des technologies à proposer à nos donneurs d'ordre sur les objectifs qu'on s'est fixés. Donc forcément, c'est dans l'hélicoptère qu'on fait le plus de projets, mais également dans le domaine du drone, parce que c'est vraiment un secteur sur lequel on va avoir de forts développements dans les années qui viennent. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de nouvelles filières industrielles. Typiquement, c'est ce qu'on fait en termes d'engins stratosphériques ou dans le domaine de l'hélicoptère du futur, qui est un programme qui mobilise beaucoup d'acteurs sur le territoire. Et on a mis en place en fait un site web spécifique qui est différent de notre site web association, dans lequel on met toutes les opportunités qui sont offertes par ces grands programmes par les grands donneurs d'ordre, qui sont en recherche à un moment donné par rapport à leur programme d'innovation de certaines technologies. Et on a donc obtenu, après pas mal de négociations, de l'État et de ces donneurs d'ordre-là, qu'il y a un certain nombre en fait qu'il y a un process spécifique aux PME qui soit bâti pour pouvoir privilégier l'intégration de ces PME dans ces grands programmes. Parce que sinon, on est dans la logique d'achat des grands donneurs d'ordre et c'est vrai que c'est assez compliqué pour une TPE ou une PME d'y rentrer. Donc on a un site spécifique pour ça qui nous permet de faire du sourcing d'entreprise, de diffuser des opportunités d'affaires et derrière de mettre en place un plan d'accompagnement pour aider l'entreprise à aller au bout de sa démarche. Et je terminerai par ça. On est un réseau, donc on fait beaucoup de réunions qui peuvent être des réunions un peu institutionnelles, qui peuvent être des réunions très techniques sur des sujets qui concernent en fait nos feuilles de route technologiques. Par exemple, du 13 au 17 mai, donc en ce moment, on est partenaire d'un colloque sur le calcul de structure, parce que les structures dans les aéronefs, c'est super important, donc on est partenaire de ça. On est également positionné sur des événements plus commerciaux et on fait également pas mal d'événements B2B. Donc c'est assez divers et varié, et nos PME sont fortement sollicités par nos dates. Alors, je vais finir par ça. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'était quand même pas si nombreux que ça. On est une quinzaine de personnes, en comptant tout le monde, y compris, je ne parle pas en équivalent temps plein, hein, je parle une quinzaine de personnes physiques, donc c'est un peu plus d'une douzaine, enfin une douzaine d'équivalents temps plein à peu près. Ça veut dire qu'effectivement, on travaille avec un réseau étendu en région, le réseau des autres pôles de compétitivité, des autres PRIDES, le réseau des chambres consulaires, des associations d'entreprise, l'UMM, enfin bon, tout type de réseau professionnel ou éventuellement des réseaux qui sont plus des réseaux institutionnels qui nous permettent effectivement de mettre en musique la stratégie que l'on a définie et qui a été adoptée. Ouais, c'est une petite animation. Voilà, je vous remercie, je suis à vos dispositions pour répondre à toutes questions et je vais passer la parole à Marc Benoît qui pourra finalement vous dire en pratique dans la vie d'une entreprise de Pégase comment ça se traduit, tout ce que je vous ai raconté. Voilà. Merci.
Donc, bonsoir à tous, je suis Marc Benoît, société VSM, je suis cadre export de cette société. Cette société existe depuis 25 ans, 1988. C'est une société familiale, indépendante financièrement, c'est une précision importante. Mon père, c'est le directeur général, ma mère, c'est la PDG. Et on est très content de travailler dans le domaine de l'aéronautique, en l'occurrence le domaine de la simulation pilotée temps réel pour avions et hélicoptères civils et militaires. Voilà. Donc je vais vous présenter d'abord un film qui date du Salon du Bourget de 2011 et qui explique à la fois notre métier, mais aussi ce qu'on souhaite faire à l'avenir. Donc vous voyez bien, le pôle Pégase est bien présent. La société VSM est spécialisée depuis 20 ans dans les activités de simulation en temps réel et de réalité virtuelle avec des réalisations comme des entraîneurs avions et hélicoptères, des systèmes visuels pour simulateurs, des cockpits simulés, des bases de données terrain ou des modèles de simulation et structures logicielles. Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, VSM dispose de mécaniciens, d'électroniciens et d'ingénieurs qui sont soit développeurs, soit infographistes. On est capable de faire tout ce qui est aménagement du territoire. En l'occurrence, ça, c'est une base de données de Marseille, Marseille-Provence Métropole. En maquette virtuelle dédiée plutôt aéronautique, nous réalisons pour les simulateurs d'ATR à Toulouse des bases de données aéroportuaires pour que les pilotes puissent s'entraîner. Et en ce qui concerne le hardware et les logiciels, nous avons travaillé récemment pour Eurocopter sur un projet du NG90. La valeur ajoutée de VSM, c'est que justement, on arrive à proposer dans le cadre on est capable de proposer des solutions derrière des gros partenaires. C'est-à-dire le hardware, le software intégré, ainsi que les visuels et le visualiseur. En ce qui concerne la recherche et développement, VSM, à l'heure actuelle, est en train de développer son propre visualiseur, dans le but d'être un petit peu plus autonome par rapport au Mirage 2000. qui nous permettra également de satisfaire nos clients au mieux. Hélico civil, je crois que c'est l'écureuil. Ça, c'est un TV20 qui tourne ainsi Télésium, dont on assure la maintenance au logiciel et hardware. Ça, c'est nos nouveaux produits système Estelle. Dans le cadre d'un projet de R&D rapide mis en œuvre pour la DGA et la DG6. Le projet Estelle est né du constat d'absence de simulateurs dédiés au travail d'équipage dans le cadre d'interventions de sauvetage ou de tir vers le bas. Cet entraîneur comblera ce manque en proposant des formations de truistes, de tireurs en sabord ou bien d'équipage complet, c'est-à-dire un pilote, un truiste et un tireur. Autre avantage, cette formation permettra aussi de maintenir et de contrôler leurs compétences. Le point fort d'Estelle consiste en sa modularité. L'entraîneur aura la possibilité de disposer de cabines interchangeables selon les intervenants. Ces cabines seront équipées de planches de bord pour le pilote, de mini-manches et de commandes dédiées aux truistes, d'une arme pour le tir virtuel, d'un système audio permettant la coordination de l'équipage, mais surtout de la double fonctionnalité treuil virtuel, treuil réel. Estelle permettra également de simuler différents scénarios. Sauvetage en mer, sauvetage sur terre du tir sur objet mobile ou de l'appui-feu, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques et les conditions de visibilité. Afin de valider la conception et les essais du projet, VSM s'est entouré de spécialistes du treuillage et du tir, issus aussi bien du monde militaire que civil, tels que l'ALAT, les douanes, la marine, l'armée de l'air, la gendarmerie, la sécurité civile et le centre d'essai en vol d'Istres. Grâce à sa collaboration avec Goodrich, le leader mondial des treuils, VSM a le concours technique des fabricants au niveau mondial. VSM projette, à terme, de créer autour de ce projet de nouveaux partenariats à l'étranger, et notamment en Amérique du Sud, ce qui lui permettra d'ouvrir ses portes sur le monde. Donc ça, c'est le film que je vous ai présenté, c'est un film qui explique un peu la vie de VSM, mais aussi ce qu'on souhaite faire à l'avenir. Le deuxième film va présenter le résultat du projet de R&D pour lequel on a eu grâce à Pégase, et qui a été chapeauté à la fois par la DGA, mais aussi la DG6. Projet de R&D rapide. Et ça, c'est un film qui a été tourné il y a
un mois grosso modo. En sauvetage, nous voilà dans un hélicoptère en situation d'hélitreuillage virtuel. Une sphère 3D de 8 mètres de diamètre et une cabine fixée à 4 mètres de hauteur. Ce module, c'est Estelle, entraîneur de sauvetage et de tir pour hélicoptère. Il sert à la formation des équipages pilotes, treuillistes, tireurs. Et avec ses paramétrages météo, les vibrations de l'appareil, la projection de visuels, les équipes travaillent au plus près des conditions du réel. Ils ont le cockpit développé complètement, qui a une porte, qui a le câble, enfin voilà, ils sont dans des conditions, si pas réelles, en tout cas quasi réelles. Les automatismes qu'ils doivent apprendre, ils peuvent les avoir vraiment avec le simulateur. Parce qu'ils n'ont pas en effet simplement avec un bureau et un joystick tout bête. À ce jour, ce système de formation est unique au monde. Et il est développé à Istres, dans les locaux de la société VSM, Visualisation, Simulation, Modélisation. Une société spécialisée depuis plus de 25 ans dans la simulation de pilotage d'avions et d'hélicoptères. Son directeur, ancien chef de service chez Dassault, voit tout de suite dans ce système une opportunité de faire décoller son entreprise. Les gens qui font de l'hélitreuillage, le seul moyen qu'ils ont pour se former, c'est d'utiliser des hélicoptères réels. En heure de vol, ça revient à peu près à 15 000 €. Donc l'objectif de ce système, c'est essentiellement de former des gens, qui seuls, qui en équipage, avec une économie pour le moins substantielle. Pour l'instant, Estelle n'est toujours pas mise en service. Décollage prévu fin 2013. Voilà. Donc, alors, Pégase nous a beaucoup aidé dans le montage de projets de R&D. Et notamment tout ce qui est projet rapide, et notamment de la conception des dossiers pour obtenir le projet rapide. Pégase nous a fourni un consultant, un ancien ingénieur de l'armement à ce sujet. Et il nous a donné les ficelles notamment pour produire le dossier. Aussi, Pégase, en matière de R&D, nous a aussi aidé pour la rédaction, le dossier APRF, qui est un projet de R&D régional de la région, qui s'appelle SAGOD. L'acronyme, ça signifie Safety Go Down, où l'objectif, c'est non pas la formation des treuillistes, mais la formation des personnes qui sont au bout du câble, en l'occurrence les treuillers. Que ce soit les médecins, les chiens, les infirmiers et les infirmières. Et aussi tout ce qui est la problématique de rentrée et de sortie civière. L'idée de ce système-là, ça sera de réaliser une cabine de C145 utilisée par la sécurité civile. Donc, de ce que je vous ai montré là, le premier film et le second film, il y a énorme business par rapport en termes de formation, notamment pour les forces qui ont été citées auparavant, les forces françaises, mais aussi à l'étranger. Et pour nous, ce qui est vachement important, comme je vous l'ai dit, on est une société qui est de 10 personnes. Pour nous, une affaire, c'est bien. 2 affaires, c'est un peu plus difficile. 3 affaires, aïe, aïe, aïe. Par contre, 0 affaires, c'est pas bien du tout. Donc, pour nous, le but du jeu, c'est que par rapport à ce système-là, on s'est dit que louer des heures de formation par rapport à ce système-là, c'est beaucoup plus important puisque ça nous permet de lisser notre plan de charge et donc récupérer l'argent de manière récurrente. Vendre un système, c'est bien, mais il faut attendre longtemps pour vendre un système, si je puis dire. Donc, pour nous, on le voit comme ça. Le collège PME dont a parlé Emmanuel Del Negro, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que le collège de PME est un rassemblement de chefs d'entreprise qui vont discuter d'un ordre du jour validé par la direction de Pégase et aussi le vice-président Serge de Santi, et pour lequel on va discuter et dont les chefs d'entreprise vont donner leur avis. Et aussi, les chefs d'entreprise pourront donner leur avis sur autre chose que l'ordre du jour. Je trouve qu'un collège de PME, ça crée une émulsion, et les gens, dans ce cadre-là, peuvent se rencontrer et faire du business par la suite. Donc ça crée du réseau, et pour ma part, je trouve vachement intéressant. Un compte-rendu à la suite du collège PME est fait, et donc les échanges qu'on a eus seront montés à la direction, en l'occurrence au BE et au CA, du pôle Pégase. Chose importante qui est très importante pour nous, je pense que aussi c'est le Salon du Bourget, qui est une action collective
Ça va faire la 3e fois qu'on va la faire pour nous, 17 au 23 juin 2013. Chose importante parce qu'on est les PME, les exposants sont sur un stand collectif. Et qui dit collectif, émulsion des PME, des exposants. On est dans un hall où il y a beaucoup de passages, qui est le hall 4, qui est pas très loin des grands donneurs d'ordre, par exemple la DGA, Thales, Eurocopter, Airbus, etc. Et donc, vous êtes aussi avec d'autres régions d'aéronautique. Vous avez Aztec, Aerospace Valley. Et donc, le fait d'un stand collectif permet d'avoir une certaine visibilité et de faire accueillir les clients plus facilement. Notamment, par exemple, dans le stand, il y a une salle de réunion. Chose que lorsque, par exemple, vous êtes tout seul au stand, vous êtes, par exemple, loin des gros clients, c'est pas possible. Parce que quand vous êtes un stand individuel, c'est très cher, le salon du Bourget. Par exemple, celui qui est organisé au Royaume-Uni aussi, c'est très cher. Donc, on met un certain prix, grosso modo, c'est à peu près 7 000 € ou 7 500 €. Certes, d'accord, mais vous êtes avec les autres personnes autour de vous, quoi, les autres chefs d'entreprise. Ça permet aussi de créer un film. En 2011, Pégase nous a mandaté une personne, un sous-traitant qui nous permet de créer un film. Donc ça, on ne l'avait pas, ça. Donc pour nous, c'est très important. Après, la dernière chose qui me semble importante, c'est le fait que, en termes d'action collective, c'est tout ce qui est stratégie d'entreprise. Le pôle Pégase a initié l'université des PMO, avec l'IAE d'Aix-en-Provence, qui a permis aux PME de coucher leur stratégie sur un papier. Chose que lorsqu'on est un chef d'entreprise, ce n'est pas le cas. On est toujours l'aîné dans le guidon et ce n'est pas facile de savoir quels sont les marchés pour lesquels on doit aller, quels sont les clients, quels sont les concurrents, etc. Et par exemple, et en somme, faire un business plan. Que ce soit pour un banquier, pour un client, etc. Enfin, moi, ça nous a permis, je crois que cette dimension-là, cette formation-là, qui est une formation, l'Université des PMO, permet de réfléchir à la fois à son entreprise, à la manière dont on souhaite la mener, la conduire, et pourquoi pas d'obtenir de nouveaux marchés. Donc, en somme, merci Pégase.